Avec le récent enthousiasme pour les émissions culinaires, nous sommes quotidiennement abreuvés d'anecdotes sur l'origine des recettes ou sur certains produits. Je sais pas, l'invention du roquefort ou de la tarte tatin. Un rapide tour d'horizon montre qu'il existe un nombre impressionnant de légendes qui sont souvent assez improbables, ou alors juste totalement fausses. Beaucoup de ces légendes ont été inventées au 19e siècle ou plus récemment, mais rares sont celles qui résistent à une minutieuse enquête historique. Loïc Biernassi est chercheur en histoire à l'Institut européen de l'histoire et des cultures de l'alimentation, et il a décidé de s'intéresser à toutes ces légendes, en commençant par les françaises, pour comprendre pourquoi elles suscitent autant d'enthousiasme et à quoi elles servent, et surtout d'où elles viennent. Je vous propose de découvrir son travail. Bienvenue dans un vide de recherche. Miam! Si vous aussi vous écoutez ou regardez des émissions culinaires, vous avez forcément entendu une de ces histoires commençant par la légende raconte... Dans son article « Du brie de Charlemagne à la tarte renversée des sœurs Tatin », essai d'analyse des légendes culinaires et de leurs usages, publié en 2019 dans In Situ, Revue des patrimoines, Loïc Biernassi définit 3 types de légendes culinaires selon la nature de la supposée origine de l'invention en question. Dans de nombreux cas, la recette est le résultat heureux d'une erreur ou d'une étourderie. Cette première famille de récits repose donc sur la sérendipité. Une des histoires les plus connues est celle de l'origine de la tarte tatin, ce délicieux dessert à base de pommes caramélisées qui se fait cuire avec la pâte brisée par-dessus. Une des sœurs Tatin aurait enfourné une tarte en oubliant la pâte brisée. À moins que ce soit une tarte qui tomba malencontreusement au sortir du four. Bref, il s'agit d'une heureuse découverte. L'auteur définit une deuxième famille de légendes, celle attribuant une inspiration exotique à la recette. Il peut s'agir d'une personne étrangère, d'un autre pays ou d'une autre région. Et dans tous les cas, cette importation est bénéfique et aboutit à l'invention d'un nouveau mets. On peut citer notamment une recette que l'on retrouve dans toute la France, la galette à la frangipane. Plusieurs légendes racontent que la crème au goût d'amande que contiennent les galettes des rois tiendrait son nom d'un parfum inventé par un Italien au XVIIe siècle, un certain Frangipani. Malheureusement pour cette légende, la préparation des tourtes frangipanes réalisées à l'époque ne comportait pas nécessairement d'amandes. La recette que nous connaissons ne s'est stabilisée que très récemment. Enfin, la troisième catégorie de récits identifiés par Loïc Biernassi est celle qui fait mention d'un fait ou d'un personnage historique. Ah, le cahier de recettes de Catherine de Médicis! Et puis en plus elle combine à la fois étrangère et historique. Et d'ailleurs, dans certaines légendes, la recette de la frangipane a été offerte en cadeau de mariage à Catherine de Médicis. Ce n'est qu'un exemple parmi les 1000 récits culinaires qui entourent l'arrivée de Catherine de Médicis à la cour de France. Mais la grande histoire, ce sont parfois des grands événements, comme le siège de Vienne par les armées turques en 1683. Alors que de bon matin, les assaillants creusaient des galeries sous la ville, les boulangers, déjà au boulot, auraient donné l'alarme. Ces valeureux artisans auraient ensuite été récompensés. Et ils auraient créé une pâtisserie en forme de croissant, symbole de l'islam. Oui, le croissant que l'on connaît a sans doute des origines autrichiennes, mais il est né en France au 19e siècle. Bon, avouez que la légende de la viennoiserie est quand même beaucoup plus marrante. Parce que oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, des légendes. Les récits culinaires possèdent d'ailleurs toutes les caractéristiques des légendes. Ce sont des récits relatant des faits exceptionnels, les personnages sont individualisés, l'action est localisée et datée, et il en existe toujours plusieurs variantes. Et dans notre cas, ces récits ont un caractère vraisemblable. Oui, finalement, rien d'aberrant à ce que Charlemagne aime particulièrement le brie de Meaux. Pour comprendre pourquoi ces légendes se multiplient et perdurent dans le temps, l'auteur de l'article se demande donc quelle en est la fonction. Et la première est de donner du prestige. La mention d'un personnage historique est bien sûr gage de noblesse, mais l'enracinement du produit dans une tradition séculaire peut également jouer ce rôle. Les cas de vieillissement de recettes sont très nombreux. Le pitivier fondant en est un excellent exemple. Un gâteau aux amandes parfumé au rhum. Et il aurait plus de 2000 ans d'âge selon le site de la ville qui lui a donné son nom. Alors qu'en fait, il faut attendre l'entre-deux-guerres pour trouver trace du pitivier fondant dans les traditions culinaires de la région centre. En fait, je vais continuer à décrire les histoires et on va tous finir affamés. Ça va être sympathique cette vidéo. La deuxième fonction de ces fables est d'expliquer l'invention, de donner du sens à ce qui sort de l'ordinaire. L'auteur montre ainsi que l'on retrouve dans les légendes culinaires les mêmes ressorts narratifs que ceux des récits de découvertes scientifiques ou de création artistique. Plutôt que de parler du tâtonnement, des essais infructueux, la légende préfère une révélation, un événement unique et bouleversant. Une pomme qui tombe sur la tête de Newton ou Eureka d'Archimède.
Au milieu du 19e siècle, quand la littérature culinaire prospère, tout un imaginaire associé à la créativité existe déjà. Les récits culinaires reprennent donc tout cet imaginaire pour expliquer les inventions culinaires, mais en s'attachant à la création et non au créateur, qui reste le plus souvent des anonymes. Les légendes servent donc à expliquer l'innovation, mais parfois aussi, et souvent même, le nom donné au mets. Par exemple, la légende raconte que le nom de la papillote serait dû au pâtissier Monsieur Papillon, qui, à la fin du XVIIIe siècle, se serait aperçu que son apprenti volait des chocolats en les enroulant dans des mots doux. Il reprend l'idée, il change les mots doux par des blagues ou des dictons, et paf, ça fait des papillotes. En fait, à l'époque, le mot papillote existait déjà pour désigner un petit morceau de papier tortillé en son milieu. À ce stade, on est quand même en droit de se demander d'où viennent toutes ces histoires farfelues. L'auteur s'intéresse justement dans l'article à la genèse des légendes culinaires. Certaines reposent tout de même sur des faits réels ou historiques, mais c'est l'interprétation un peu hasardeuse qui aboutit à des récits que nous trouvons aujourd'hui dans les écrits gastronomiques. La recherche d'enracinement dans le temps peut en effet conduire à des raccourcis assez incertains, mais faciles. Et si au passage un personnage prestigieux peut se mêler à l'histoire, alors pourquoi s'en priver ? Parfois, c'est plutôt le nom d'un produit qui porte à confusion. Par exemple, dans le tiers-livre de Rabelais, on peut lire les paroles que Panurge adresse au docteur Rondibilis. « Je vous enverrai du riz en votre maison et serai toujours votre ami ». Eh bien, on peut y voir une allusion aux rillettes, ce que ne manque pas de faire le cahier des charges de l'indication géographique protégée des rillettes de Tours, faisant ainsi remonter la tradition des rillettes au XVIe siècle. Le problème, c'est qu'à l'époque de Rabelais, le mot riller signifiait une longue bande de lard, qui n'avait donc rien à voir avec le hachis de viande. Que ce soit le fruit d'une homonymie ou d'une hypothèse douteuse, toutes ces légendes apparaissent au milieu du XIXe siècle, quand le nombre d'ouvrages traitant de la gastronomie s'envole. Et c'est l'une des explications que Loïc Bienassi avance pour expliquer l'origine des récits. Lors de l'écriture, les auteurs font appel à leur imagination pour remédier à l'absence d'histoire culinaire. Et ces inventions se transmettent ensuite sous forme de certitudes. Un excellent exemple est celui des écrits d'Hortensio Lando, un écrivain italien du XVIe siècle. La question de l'invention des recettes se posant depuis bien longtemps, il propose en 1546 des réponses ironiques en compilant dans son Catalogo degli inventori delle cose che si mangiano e delle bevande che oggi si usano. Une liste complètement farfelue des consommateurs originels ou des inventions de techniques et de recettes. 150 ans plus tard, un autre Italien, Antonio Latini, écrit des introductions historiques à ces recettes et manières de table en puisant dans les inventions de Lando, sans en mentionner l'ironie. Et ça, c'est mon ventre qui fait du bruit. La référence à l'histoire apporte, on l'a vu, un certain prestige aux recettes et aux produits, mais aussi au discours et à l'ouvrage lui-même. Ainsi, un ouvrage culinaire avec de nombreuses références historiques devient plus savant, plus vraisemblable, et l'auteur plus crédible. Mais du coup, petit effet pervers, si l'ouvrage devient une référence, l'auteur devient un expert, et donc ses affirmations gagnent en légitimité. Enfin, l'auteur note que de nombreux récits permettent la valorisation d'une culture locale, ou l'établissement d'une tradition associée à un territoire. La genèse de ces récits est donc souvent intimement liée à la recherche d'identité et à la mise en patrimoine. Il se trouve justement que les dernières décennies du XIXe siècle, période qui voit le nombre d'ouvrages culinaires exploser, correspond aussi au moment où de nombreux grands esprits se passionnent pour la culture populaire. Le folklore épulaire cristallise alors les traditions culinaires locales. Et plus récemment, ce folklore, ce patrimoine, bénéficie en particulier du relais de nombreuses confréries au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Confrérie des Canets de Bordeaux, confrérie du pain d'épices de Saint-Georges de Nicopolis, confrérie de la saucisse de chou d'Arconsa. Les légendes culinaires trouveraient donc leur source et leur force dans leur faculté à fonder l'identité et la spécificité d'un territoire. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Les notions de terroir et de tradition sont au cœur des tendances gastronomiques, et d'ailleurs souvent considérées comme un gage de qualité ou de prestige. Ce contexte de quête d'authenticité favorise l'émergence et le dynamisme de ces légendes. Et je vais m'arrêter 2 secondes pour saisir tout le paradoxe dans cette affirmation. La légende semble portée par une quête d'authenticité. Aujourd'hui, les légendes ont toujours pour fonction de donner du sens et du prestige à la création, mais elles bénéficient d'une diffusion beaucoup plus grande, et aussi d'un éclairage particulier sur de nouveaux supports. Les podcasts, les blogs culinaires, même les comptes Instagram, sur lesquels l'expertise de l'émettrice ou de l'émetteur de l'information importe très peu. Voilà, un bel épisode épulaire qui, je l'espère, vous a mis l'eau à la bouche.
Moi en tout cas, j'ai super faim. Vous pouvez lire l'article dans son ensemble, le lien est en description. L'auteur a d'ailleurs participé au dossier d'inscription du repas gastronomique des Français, le premier élément immatériel inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. N'oubliez pas de suivre Avis de recherche sur Twitter et Facebook et de vous abonner au compte Instagram de Mondes Sociaux. Et moi je vous dis bon appétit et à dans un mois pour un prochain Avis de recherche. Je ne résiste pas à l'envie de vous partager la légende du Roquefort. Donc, un jeune berger faisait la sieste dans la grotte de Combalou et il est distrait par une bergère. Chaud bouillant, il part à la poursuite de la bergère et il oublie son pain de seigle et son fromage de brebis. Quelque temps plus tard, il revient dans la grotte et découvre sur son repas une moisissure bleu-vert. Mais comme il a grave la dalle sûrement à force de courir après la bergère, il mange quand même le fromage et il trouve ça bon. Il ne raconte pas si le berger a pécho, mais voilà.